Bonjour et bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler du site du Vieux-Château de Noyer-sur-Serein. Le château de Noyer-sur-Serein est une ancienne forteresse médiévale située à Noyer, dans l'actuel département de l'Yonne, dans le nord de la Bourgogne. L'emplacement du château de Noyer n'est pas le fruit du hasard. Les seigneurs de Noyer ne furent pas les premiers occupants. En effet, dès l'âge du bronze final, aux environs de 1000 ans avant JC, les populations locales remarquèrent l'intérêt stratégique du site. La vallée du Serein était alors un axe de communication fréquente. Son rôle pouvait assurer pouvoir et prospérité. Encore fallait-il se prémunir contre les assaillants. À ce titre, le plateau surélevé de Noyer possède des barrières naturelles le rendant quasiment impénétrable, dont idéalement prédestiné à accueillir un système défensif. De l'occupation du site, les sources écrites sont rares. Ainsi, l'apparition de la Satelnie de Noyer reste mystérieuse. Les sources écrites restent rares. Les premières mentions écrites datent de 1075 pour la seigneurie et 1101 pour le château. Une Satelnie était un territoire surbourdonné, un château tenant pouvoir de commandement. Le châtelain tirait ses revenus dans ses domaines et seigneuries. La Satelnie de Noyer s'étendait sur un territoire très important grâce à l'action du site des sires de Noyer entre XIIe siècle et XIVe siècle. Le fond alu de Noyer était enserré par le royaume de France, le duché de Bourgogne, de Champagne plutôt, et celui de Bourgogne. Sa position stratégique explique la puissance démesurée du château à cette époque. Avec une superficie de 8 hectares au sol et ses 27 tours, ses 5 ponts-levis, le château de Noyer fut considéré comme l'un des plus fiers châteaux de France au Moyen Âge. Les fortifications formaient une composante essentielle et constructive du château. Leur existence avait deux motivations principales. La première était d'ordre fonctionnel et liée à la défense. La seconde était symbolique et relative à la notion de prééminence. Ces fortifications étaient la marque du pouvoir de l'aristocratie médiévale. Les fortifications du château de Noyer étaient constituées de différents types de structures, des murailles, des tours, des flanquements, des portes, des défenses avancées et des aménagements en bois. L'ensemble du site entoure de hautes et puissantes murailles, ainsi que de tours défensifs. Ces 5 tours permettaient de pénétrer dans l'enceinte du château. La porte de devant, la porte de derrière, la porte des grands versets, la porte du bailli et la porte du milieu. Seules 2 d'entre elles servaient de manière permanente. Elles étaient gardées par un portier, la porte de devant et celle de derrière. La tour Saint-Martin se situe juste en contrebas. Il s'agit d'une tour poterne dont le dégagement et la mise en valeur ont commencé en 2010. Cette tour du XIIIe siècle a été modifiée au XIVe siècle, notamment la transformation d'une harsaire en canonnière. Comme la tour Saint-Martin, la plupart des tours du château portent un nom. Les tours de défense du Renard, du Lardière, du Carnaire, du Lobby et celle du Merle. En revanche, les grosses tours de défense bordant les fossés extérieurs
ne semblait pas en avoir. Les principales sources écrites sur le Soto sont les contes de la Satannerie, établis au XIIIe siècle et XIVe siècle. Elles nous permettent de comprendre l'emplacement et la physionomie des structures détruites, mais également des témoignages précieux sur la vie quotidienne du Soto. Compte tenu des activités militaires ou politiques, la plupart des seigneurs de Noyer avaient un mode de vie nomade. La présence effective au Soto était réduite, principalement à la belle saison. Les familles seigneuriales avaient de multiples activités, guerres, tournois et sas pour les hommes, bauderies et tissage pour les femmes. La pratique du leu était également courante. Il pouvait s'agir de dés ou de œufs de sec. Enfin, les banquets ou repas tenaient une grande place dans la vie du Soto. Au Moyen Âge, si le repas individuel pouvait être pris dans la chambre, le repas collectif était pris dans la grande salle. Les sires de Noyer y accueillaient parfois de grands seigneurs de passage, leur château servant d'étape. Outre les seigneurs, la population du Soto était composée de guerriers, d'officiers, d'artisans et de petits gens. Parmi eux, on trouve des conseillers du sire jusqu'au milieu du XIVe siècle, et autres officiers, comme le bali, le receveur et le capitaine qui représentent le pouvoir ducal. Il existait aussi des sapelins qui priaient chaque semaine dans les chapelles castrales. Les serviteurs effectuaient des tâches domestiques, prenaient soin des animaux et entretenaient le matériel. Les bâtiments résidentiels étaient dotés d'ouvertures pour l'éclairage ainsi que l'équipement pour se chauffer. Deux poêles, une quinzaine de cheminées avec un système de conduite pour distribuer la chaleur. Des meubles de rosement, coffres, buffets, dressoirs et pupitres. Et des meubles de repos, bancs, chaises, lits, permettaient aussi de rendre la vie au château le plus confortable. Il existe deux sources d'alimentation en eau. La grande citerne, située au milieu du donjon, et un autre point d'eau connu sous le nom de grillon, situé dans le fossé de l'enceinte extérieure. D'autres aménagements ont été décrits tels que les canalisations. Hugues de Noyer construit un luxueux palais, équipé de tuyauteries de plomb pour alimenter la chambre seigneuriale, en eau et en vin. Par ailleurs, des vestiges de conduite d'évacuation sont identifiables sur le versant est de l'éperon. Et enfin, plusieurs latrines équipaient la plupart des chambres du donjon. Durant les deux derniers siècles du Moyen Âge, le château fut régulièrement occupé par des guerriers. On dénombre entre 5 et 15 guerriers professionnels, tels que des canonniers, des arbalétriers ou des simples hommes d'armes. Cependant, par son droit féodal, le seigneur du château pouvait faire appel à des retrayants, villageois de la Saténenie, bourgeois et vassaux, par le biais de services obligatoires. Des engins de guerre sont attestés dès la fin du XIIe siècle. Il est très probable que le château possédait une artillerie mécanique jusqu'au milieu du XVe siècle. Parmi ces engins, on retrouve des armes
de ais comme le trouillard, ou plutôt le gouillard, et des arbalètes, qui restent des armes de base pour la défense. Par ailleurs, des armes de combat rapprochées ou armes d'as appartenant aux guerriers, telles que la vourgue, couteau de bêche, devraient également constituer les armements du Soto. Enfin, l'artillerie lourde fit son apparition dans le Soto de Bourgogne au milieu du XIVe siècle. Il est probable que le Soto disposait de canons à partir du dernier quart du XIVe siècle. Les dernières pièces de petit calibre sont apparues dans le Soto au début du XVe siècle. Ces armes portatives, telles que le colevrier, serpentine, arquebuse ou bâton de feu, tirent également des balles de plomb. Le front nord du Soto était le côté le plus exposé aux attaques. Il était défendu par une large et profonde fosse qui barrait l'ensemble du plateau pour l'empêcher l'approche de Marcine de Siège. Une levée de terre avait été dressée tout le long du fossé, contre escarpe. L'enceinte extérieure composait 5 tours, reliées entre elles par une cortine muraille. Se dressaient devant l'ennemi. Leur base, ablique glacis, permettait de faire rebondir ou éclater les projectiles jetés depuis les houtes. Il était difficile de saper car elle était maçonnée directement sur la roche. Cette enceinte, édifiée par l'évêque d'Auxerre au début du XIIIe siècle, était très élaborée, comparée à d'autres ouvrages construits en Bourgogne, à la même époque. Les tours étaient percées de nombreuses arcées, dont la disposition permettait aux arcées de protéger par leurs tirs les tours voisines. La circulation à l'intérieur des tours se faisait par un escalier et une poterne, une petite porte, donnant l'accès au fossé. La plupart de ces poternes étaient murées en temps de guerre, mais avec toujours la possibilité de les ouvrir pour attaquer l'ennemi, par surprise dans le fossé. Ces dispositions intègrent les principes de défense active et indiquent une culture militaire de maître d'ouvrage en quête d'innovation. Si le dispositif de défense était avant tout constitué de structures maçonnées, celles-ci étaient renforcées par de nombreux aménagements en bois. Les écifiers, petites tourelles en bois, accentuaient la défense de points particuliers, des houtes, des échafaudages ou encore bêlements, assuraient un flanquement vertical. Des barrières en bois comportaient des systèmes de fermeture des, des porte-tours, d'autres constructions permettant de freiner l'avancement des ennemis. Râteaux, saussés trapés, branches ou buissons épineux pouvaient défendre le pied ou le sommet des murailles. Enfin, pour prévenir l'approche sournoise des ennemis, un système d'alarme a été imaginé en 432. Des sonnets, cloches, de vasses étaient assemblés avec des cordes autour du site afin d'avertir les habitants du Soto en cas d'intrusion. Les châteaux médiévaux étaient généralement de centres économiques, liés à des domaines agricoles. Le château de Noyer n'échappe pas à la règle. Les seigneurs possèdent de nombreuses terres, des équipements et des structures de stockage. Au rythme des saisons, les paysans, les vignerons travaillaient sur les terres des seigneurs. L'été, on se consacrait aux récoltes du blé et des céréales, et le foin était rentré dans les granges. L'automne, c'était l'heure des vendanges, et avant l'hiver, le blé et le vin étaient mis dans le grenier ou cellier des seigneurs. Le stockage
de denrées était considéré comme vital, si bien que chaque structure était adaptée à la conservation de chaque type de denrées. Par ailleurs, le seigneur disposait d'un important élevage de moutons sur le plateau. Fréquemment associés au château, les versets constituaient un lieu de plaisir et d'essence, mais c'était avant tout un lieu de production vivrière, propice à l'activité courtoise. Le seigneur y recevait ses hôtes pendant la belle saison. D'après des sources écrites, il est fort probable que les vestiges du château, plutôt que les vertus du château de Noyer, se trouvaient dans le sang cultivé en face de vous. Ce grand verger semblait avoir eu diverses fonctions. Nous savons aussi que le seigneur y avait une plantation de noyers. Une partie de la récolte de noix était transformée en huile. La production de noix a continué jusqu'au XVe siècle. Puis, faute d'entretien, les versets deviennent peu à peu des espaces utilisés servant à déposer, extraire ou transformer des matériaux. Deux types de rosses calcaires ont été utilisés pour la construction du château. Les élévations des tours et de la courtine ainsi que les parements intérieurs sont construits de modelons de rosses grises. En revanche, les parements des talus et des encadrements des arcets, plus exposés aux attaques et à l'érosion, sont façonnés en calcaire massif, rose beige. D'après les archives, on dénombre 8 carrières utilisées pour le château au XVe siècle, chacune produisant des matériaux spécifiques: couverture, encadrement, pierre dure, pierre tendre. Son approvisionnement était local, puisque les forêts couvraient surtout les plateaux dominant Noyères. Ce bois a ses caractéristiques propres. En effet, le sol pauvre des plateaux calcaires réduit le développement des arbres, ainsi que les troncs prenaient lentement et difficilement une taille importante. En revanche, ils sont beaucoup plus denses et durs que ceux qui poussent sur les sols plus riches. Bien qu'abondant, le bois était précieux, car il était utilisé pour la construction ou comme combustible. Au XVe siècle, les registres donnaient de nombreux détails sur la production de céramique architecturale. Cinq tuileries se situaient entre Avalon et Noyères, fournissant le château. Proche et accessible, la tuilerie de Froide-Fontaine, située à 800 mètres de Noyer, permettait de livrer facilement le bourg par la porte de Venoise, ainsi que le château depuis le plateau. Nécessaire à la préparation du mortier, la sauce s'obtient par la canisation de rose calcaire, grise de préférence. Traditionnellement, sa cuisson était réalisée dans les tuileries, mais il existait aussi des aménagements destinés exclusivement à la production de seaux. Des fours semi-enterrés, formés d'un volume creux avec un orifice, et sur la partie supérieure appelée gueulard. C'est par cet aménagement qu'on pouvait enfourner les pierres à cuire et les charbons, en cousses alternées. La chaleur pouvait atteindre 1000 degrés. Le travail des chaudronniers était donc pénible et dangereux. On dénombre 7 sites de production au XVe siècle. Comme nous l'avons vu, le château n'a pas survécu à la fin des guerres de religion. Le 8 mars 1599, Henri IV ordonne officiellement sa démolition. En 1785, le château en ruine comportait encore certaines tours et de grands ponts,
du Muraille. Les seigneurs de l'époque, le duc de Lénès, donnera l'autorisation d'abattre une partie de ces vestiges pour réutiliser les pierres. C'est l'occasion officielle de récupérer une grande quantité de matériaux de construction pour l'aménagement de la ville de Noyer. Au cours du XVIIIe siècle, le château continue son processus de disparition. Les vestiges subsistent l'érosion naturelle. Les habitants, les habitants continuent à récupérer des pierres pour leur propre usage. À la fin du XVIIe siècle, Henri de Bourbon, seigneur de Noyer et futur duc de Deniès-Longueville, autorise l'exploitation agricole sur le site du château, ce qui accentuera l'arrasement des vestiges. À la fin du XIXe siècle, la plus grande partie du site est couverte de vignes. Avec l'apparition du phylloxéra, ces cultures disparaissent et sont partiellement remplacées par des vergers. À partir de la seconde moitié du XXe siècle, le site est totalement abandonné et devient une friche. Malgré ou peut-être à cause de son abandon, le site conserve toujours une aura de mystère et un pouvoir d'attraction sur les habitants des villages. Des fouilles ont été entreprises au cours du XXe siècle. En 1998, l'association du patrimoine oublié est créée par une poignée de bénévoles pour l'étude de la protection et de la mise en valeur du site. Merci d'avoir regardé les vidéos. Si la vidéo vous a plu, mettez un j'aime, partagez, abonnez-vous et à bientôt pour de nouvelles découvertes sur les histoires des sites archéologiques. À bientôt.